Donc, je vais commencer par vous présenter la démarche d'analyse de la valeur, puis après, je vous présenterai l'association. Alors, je commence par une petite question. Est-ce que vous connaissez ces entrepreneurs? Allez, je vous mets sur une piste. Deux sur trois? Trois sur deux? Un seul? Bon, alors, de gauche à droite, on a le fondateur de Dyson, Monsieur Dyson. Après, on a notre fameux Steve Jobs. Et on a un nom imprononçable, Ingmar Kamprad, qui est le fondateur d'IKEA. Et donc, c'est quoi leur point commun, à votre avis? Voilà. Et bien, en fait, ils ont tous un peu un même mode de pensée, c'est-à-dire qu'ils partent d'une fonction ou d'un service mal rendu pour s'en extraire de la solution, pour inventer quelque chose de très différent. C'est Ingmar Kamprad qui, à sortir de la guerre, va se dire, bah voilà, les gens n'ont pas d'argent, ils ont besoin d'acheter des meubles. Or, dans un meuble, ce qui coûte, c'est quoi? C'est le montage, deux, le transport, puisqu'on transporte du vide. Donc, il a inventé le fameux meuble en kit que tout le monde connaît. C'est Dyson qui s'est dit, bah voilà, un aspirateur, c'est un truc assez simple, c'est bête, mais donc les deux seules fonctions finalement qu'on peut identifier, c'est de collecter les saletés qu'il y a sur le sol, et deuxièmement, c'est s'en débarrasser dans la poubelle. De remettre un sac à poubelle intermédiaire entre les deux, finalement, c'est complètement inutile. C'est ce qu'on appelle fugace et loin du juste nécessaire. Et c'est Steve Jobs qui, dès le départ, avait cette démarche. Il faut savoir que Steve Jobs, dès la fondation d'Apple, il était entouré d'un électronicien qui mettait 2 fois moins de composants pour les mêmes fonctions dans ses appareils pour rendre le même service. Et c'est le premier à avoir eu des intuitions en se disant, bah voilà, aujourd'hui il y a une tour et un écran, finalement la tour s'embête tout le monde, il y a des fils, ça s'encrasse, etc. Mettez-moi l'écran et la tour dans la même unité. Alors là, les ingénieurs de Steve Jobs, ils sont tombés par terre en disant, vous êtes fous, ça tiendra jamais, ça va chauffer, etc. Le fait est que ça marche, et c'est pareil pour les touches. C'est le premier à s'être dit, finalement, on n'a pas besoin d'une touche mécanique sur laquelle appuyer. Ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir écrire des lettres sur un écran, ce qui est très différent de la solution. Et donc, comment font ces gens? Bah, ça, c'est ça la vraie question, en fait. Ces gens-là, c'est un peu intuitif. Alors, voilà, il y en a qui appellent ça des génies. Nous, on pense finalement qu'il y a des moyens de se rapprocher de leur système de pensée. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse de la valeur, avec en préalable l'analyse fonctionnelle, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ce matin. L'analyse de la valeur, elle est née juste après la guerre, en fait, dans un contexte qui ressemble un peu aujourd'hui, avec une hausse des matières premières. Et hausse des matières premières, donc hausse de prix de revient des produits. Et la General Electric, qui était une des plus grosses boutiques planétaires, la General Electric, pour faire une comparaison, à l'époque, ça devait être l'équivalent d'un Google, d'un Microsoft aujourd'hui, s'est dit, bah, aujourd'hui, nos produits, les prix des produits explosent et on n'a pas de moyens pour optimiser nos produits. Au début du siècle, on avait inventé des méthodes pour optimiser la ligne de production. C'était le Fordisme, le théorisme, le début de la standardisation. En revanche, personne ne s'était jamais posé la question, si je veux optimiser la table, l'ordinateur, je ne sais quoi encore, comment je fais? Donc, ils ont mandaté quelqu'un qui était à la division purchasing, donc Larry Miles, donc aux achats, pour réfléchir à une méthode. Alors, à la même époque, il y avait des gens qui réfléchissaient à des méthodes de marketing, de nouvelles marketing, du brainstorming. Tous ces intellectuels-là américains se connaissaient et ils se côtoyaient. Et donc, Larry Miles, il a quand même pris 2 ans pour établir sa méthode. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout un tas de produits qui faisaient la General Electric, il les a posés sur la table, puis il a commencé à les décomposer, à regarder qu'est-ce qui coûte, combien ça coûte, à quoi ça sert, se poser des questions de base, et finalement mettre en regard à quoi ça sert et combien ça coûte. Et ces 2 grands coups de génie, c'était aperçu, qu'on n'achète pas la solution pour la solution en elle-même, mais pour les services qu'elle nous rend. Service, besoin, fonction, tout ça, c'est synonyme dans l'analyse de la valeur, d'accord? Donc, j'achète pas pour le produit en lui-même, mais pour les services qu'il me rend. Et deuxièmement, il a réfléchi à l'inverse. C'est-à-dire que quand on étudie un produit, souvent, si je prends la table, on va dire le coût du plateau, on va décomposer par pièce. Lui, il a essayé de savoir, comme il s'était embêté à décomposer les fonctions, savoir combien coûtaient les fonctions, ce qui est très différent. Par exemple, si je prends un stylo pour écrire au tableau, évidemment, il n'y en a pas. La fonction plaire à l'œil de ce stylo, bah, c'est quoi? C'est un pourcentage du colorant que je mets dans le fût, c'est la forme du moule du fût, etc. C'est pas facile à appréhender, d'accord? Donc lui, il essaie de raisonner à partir des fonctions qu'il avait identifiées, puisqu'un objet a toujours plein de fonctions, ce qu'on appelle un juste nécessaire économique, c'est-à-dire le minimum de matière, d'énergie de mise à la forme et de main-d'œuvre que je pourrais dépenser pour rendre le service. Et quand il a assemblé tous ces justes nécessaires des différentes fonctions que les objets avaient et qu'il les a comparés aux coûts qu'ils dépensaient réellement, il a vu que finalement il y avait un écart important. C'est-à-dire que la somme des justes nécessaires, sur un produit un peu compliqué, on a l'habitude de dire que ça dépense jamais 20 à 30% du coût. Le reste, c'est quoi? Bah, c'est du gras. Il vient d'où ce gras? Il vient de plusieurs choses. Il vient du fait que les ingénieurs, je suis historien de formation, donc je charrie souvent les ingénieurs, ne m'en voulez pas, mais ils sont payés pour développer des solutions. Et donc, ils ont un côté ceinture, bretelles et parachute, donc ils rajoutent des tolérances qui sont parfois excessives parce qu'ils ne veulent pas être pris en défaut.
premièrement. Deuxièmement, ils choisissent pas toujours la solution la plus optimale pour remplir chacune des fonctions. Et troisièmement, il faut bien lier toutes ces fonctions ensemble dans un seul et même objet. Et ça, c'est un niveau de gras supplémentaire qu'on rajoute. Et du coup, on passe de 20 à 30% du coût juste nécessaire à 100% du coût. Ce qui veut dire que là où aux achats, on avait une marge de manœuvre qui était assez faible, puisque finalement, la vieille technique qui existait avant l'analyse de la valeur, c'était rogner les marges des fournisseurs, ce qui est limité, puisque on gagne quoi, 5, 10% grand maximum. Et encore aujourd'hui, 10%, c'est un vrai challenge. Donc là, notre terrain de jeu, c'est pas 5-10%, c'est 70 à 80% le gras. Alors, on n'arrivera jamais au juste nécessaire. C'est un idéal théorique. En revanche, on peut tailler ça par 2, par 3 et aller gagner du 20, du 30, du 40%. Et c'est pour ça que les gens font appel à nous. Pour gagner 5%, ils arrivent en rognant les matières, les épaisseurs, etc., en se creusant un peu la tête. Par contre, pour aller chercher du 30, du 40%, ils ont besoin d'une méthode pour les aider à réfléchir différemment. Et c'est le but de l'analyse de la valeur. Alors, la nouvelle approche, évidemment, vous avez compris, elle se base sur l'analyse fonctionnelle. Alors, il y avait des préalables, enfin des préludes à l'analyse fonctionnelle qui avait été dans les années 30 avec l'école architecturale du Bauhaus, et où on s'était rendu compte pas qu'un meuble, c'était pas juste un bureau, c'était aussi un truc pour rendre des services, qui devait habiter des stylos, pour écrire, etc. Et puis après, pour la Seconde Guerre mondiale, on avait déjà eu des benchmarks fonctionnels où on disait, voilà, comme on manquait de matières premières, pour faire des ailes d'avion, on peut les faire en toile, comme les Japonais, ou pour une cabine de camion, on peut la faire en métal, enfin en bois plutôt qu'en métal pour sauver du métal, etc. Mais par contre, la vraie formalisation de l'analyse fonctionnelle, elle date de l'arrimage et de l'analyse de la valeur. Donc le but du jeu, comme c'est une méthode qui est née aux achats au début, c'était d'exprimer fonctionnellement son besoin au fournisseur. C'est-à-dire jusqu'alors, on faisait un cahier des charges technique et on donnait un cahier des charges technique au fournisseur. Si par exemple vous avez un fournisseur de panier pique-nique dans les années 70 qui fournissait un panier pique-nique complet avec un verre en verre dedans, qu'est-ce qu'on lui disait jusqu'alors? On disait je veux un verre en verre avec un pied de telle hauteur, de tel diamètre, etc. Si vous donnez ça 5 verriers, vous allez avoir un prix moyen de, je sais pas, 1 euro. Et vous allez avoir une dispersion qui va aller de 95 centimes à 1,05 €. Pourquoi? Il n'y aura pas une large dispersion parce que tout le monde achètera la matière première pareil. Les process éprouvés seront à peu près de même nature, donc il n'y aura pas de raison qu'il y ait une différence extraordinaire. Et la structure des frais généraux ne sera pas tellement différente, donc il n'y aura pas des écarts de coûts démesurés. En revanche, si je fais un cahier des charges fonctionnel et plus technique, je veux dire, moi j'ai besoin d'un truc qui contient un liquide de 33 centilitres, qui résiste à la pression de la main d'un enfant comme d'un culturiste de 150 kg, qui présente un certain aspect à l'œil, etc., etc. Donc je ne décris plus la solution, mais je décris mon besoin. Et quand je pars de ça, pourquoi j'irai voir des gens qui font du verre? Je peux aller voir des gens qui font du bois, du plastique, du carton. Et dans l'ensemble de toutes les solutions que je vais trouver qui vont répondre complètement à mon cahier des charges, j'en aurai un gobelet en plastique à quelques centimes jusqu'au verre Baccarat à 200 €. Et j'en aurai peut-être même certains qui répondront mieux à mon cahier des charges originel technique, le verre en verre qui risque de casser quand je fais un pique-nique, que l'ancienne solution. Donc le but, il est là. Donc le but, c'est d'identifier les fonctions et après de dépenser le minimum pour satisfaire les fonctions. Et enfin, c'est une méthode pour stimuler la créativité parce que quand on exprime les fonctions, on n'est plus prisonnier de la solution et on peut réinventer quelque chose de très différent. Alors ça, c'est pas naturel du tout. L'exemple que je donne toujours à mes élèves, c'est que quand je demande à quoi ça sert une fourchette, ça sert à quoi une fourchette? Et c'est où? À piquer, à manger. Ça, c'est un peu mieux. Et 99% des réponses que j'ai à chaque fois, c'est à piquer ou à manger. Donc, piquer, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez à une autre question que je ne vous ai pas posée, c'est comment vous utilisez la solution que vous connaissez. Vous voyez qu'on a du mal à se départir des solutions. Le but du jeu, c'est de remonter aux besoins. Pourquoi j'ai inventé ce truc-là? Donc, si je raisonne fonctionnellement, une fourchette, ça sert à quoi? Ça sert à isoler la main des agressions de l'aliment, le chaud, le froid, la saleté, et à isoler l'aliment des agressions de la main, les virus, les microbes, la saleté que j'ai dessus. Si je raisonne comme ça, je peux inventer des baguettes, je peux inventer un gant isotherme, je peux inventer 1000 trucs qui ne seront pas une fourchette. D'accord? Par contre, si je dis ça sert à piquer, je vais tourner en rond dans la solution. Et je risque pas d'inventer quelque chose de très différent. Et du coup, pas moins cher. Par exemple, qu'on donne souvent, c'est le stylo de la NASA. Je ne sais pas si on a entendu parler. C'est un stylo qui a vraiment existé, qui a coûté plusieurs millions de dollars à développer. Quand on a dû envoyer des astronautes américains dans l'espace, on s'est dit, voilà, les astronautes, ils ont des activités, ils ont des notes à prendre, etc. Et donc, à un moment, on s'est dit, voilà, il faut qu'ils écrivent. Donc, on a inventé un stylo pour l'espace. Le problème du stylo, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire au plafond, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que on a un truc qui s'appelle la gravité sur Terre, mais qui n'y a pas dans l'espace, d'accord? Et donc, ils se sont dit, voilà, ils ont inventé une vraie petite usine à gaz, c'est qu'à le dire, puisque à l'intérieur de ça, il y a une cartouche de gaz qui propulse l'encre et qui permet d'écrire en apesanteur. Alors, la légende dit, c'est une légende, qu'à la fin du projet, il y en a un qui s'est dit, mais au fait, comment font les Russes? Et là, il y en a un qui lève la main, qui dit, mais je crois qu'ils utilisent des crayons de papier. D'accord? Alors, ça vous fait sourire, mais l'idée, c'est quoi?
c'est qu'il y en a un qui est, pour un contexte très différent, qui est parti de la solution, et l'autre qui est parti du besoin. Et c'est ça qui est intéressant dans le raisonnement fonctionnel, c'est qu'on part du besoin. Alors, le raisonnement fonctionnel, il permet plein de choses. Parce que dans les sociétés, hein, et dans les administrations aussi, on a l'habitude de partir sur les solutions et de s'écharper sur des solutions. Et personne ne se comprend, c'est un dialogue de sourds, d'accord ? Le but du jeu, là, c'est de partir sur un besoin, d'exprimer un besoin. Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet l'objectivité. Je ne sais pas si je donne un exemple. Si je demande aux gens dans la salle, c'est quoi la meilleure voiture? Alors là, je vais avoir un panel de réponses. Hein. Ça va aller de la Laguna à la Ferrari, en passant par la Ferrari, le 4x4 Touareg, et j'en passe. Et personne n'aura raison, personne n'aura tort. Par contre, si j'ai une activité à mener, je suis chasseur. Je dois me rendre sur mon lieu de chasse. Bah, si je fais ça avec le marketing ou des représentants des utilisateurs, bah, tout ce que je vais décrire, ça va être objectif. C'est-à-dire que je vais dire, bah, en moyenne, je fais 30 km pour aller sur mon lieu de chasse ou 15 km, j'en sais rien. Je suis chaudement vêtu, je dois pouvoir charger un chien, deux chiens, trois chiens, des fusils, du gibier qui saigne, etc. Ça permet l'exhaustivité parce que si je décris bien avec le représentant des utilisateurs, il va me dire, bah, j'ai un contexte où je charge la voiture, j'en ai un autre où je la décharge, après, je dois prendre l'apéro sur le capot, très important. Après, je dois me rentrer chez moi, je dois pouvoir nettoyer ma voiture s'il y a eu du gibier qui saigne dedans, etc. Ça crée le consensus parce qu'une fois que j'aurai exprimé ce cahier des charges, qui est objectif et exhaustif, quand je vais comparer tous les véhicules que j'ai précités, à ce cahier des charges, il y en a bien un qui va sortir du lot. C'est sûr que la Méhari sera plus adaptée pour mettre des chiens et du sanglier qui saigne que la Ferrari pour passer dans des chemins boueux. Et puis, ça peut susciter la créativité parce qu'il y en a peut-être un qui va se réveiller, qui va se dire dans le groupe de travail, mais là, on est en train de comparer des véhicules avec lesquels on va au travail ou en vacances avec nos enfants pour mettre des chiens, du gibier qui saigne. Ça se trouve, ce dont on a besoin, c'est un gros truc avec 3 roues, des suspensions et une grosse benne qui peut se laver au jet et qui n'a rien à voir avec ma Clio que j'utilise tous les jours pour aller au travail. Alors, Larry Maltz, il avait édité 13 points en fait pour la méthode. Alors, c'est une petite fiche que les ingénieurs gardaient avec eux régulièrement en guise de pense-bête. Alors, on en cite quelques-uns parce qu'on les rencontre toujours quand on fait des études d'analyse de la valeur. Éviter les généralités du type on ne peut pas faire mieux. La première chose à laquelle on est confronté, puisque le raisonnement fonctionnel est assez disruptif, c'est la résistance au changement. C'est-à-dire que les gens vont être là pour justifier leur solution et pas du tout pour trouver la nouvelle solution. Donc il faut prendre garde à désamorcer ce genre de choses quand on fait une étude d'analyse de la valeur. Alors souvent on fait lire des petits bouquins, il y en a un qui est très connu qui a piqué mon fromage, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. C'est l'histoire de deux petits souris qui vont dans un labyrinthe tous les jours et puis pour chercher du fromage qui est toujours au même endroit. Puis un beau jour ils arrivent, les deux copains souris, et puis il n'y a plus de fromage. Ah. Ils reviennent le lendemain, il n'y a toujours pas de fromage. Le surlendemain, il n'y a toujours pas de fromage. Au bout du 4e jour, il y en a un qui se dit, bah oui, c'est bien gentil, mais on va mourir de faim. Hein, donc, il y a un labyrinthe à côté qui est noir, obscur, il fait froid, il y a peut-être des chats qui vont nous manger, mais il prend son petit courage de souris à deux pattes et puis il va explorer le labyrinthe et finit par trouver un autre fromage qui disparaît à nouveau. Il finit par réexplorer un autre bout et trouver un autre fromage qui est d'ailleurs pas forcément moins bon, même meilleur. Alors que l'autre, il s'obstine, il revient tous les jours en disant c'est pas normal. Le fromage, il a toujours été là, il doit être là. Et ces deux côtés, on a tous dans notre cerveau et il faut faire attention à ça quand on fait un groupe de travail. C'est à équilibrer ce genre de personnalisé, à passer un peu outre. Le manque d'information et source de valeur insuffisante du produit. Dès qu'il y a une zone d'ombre et quand on fait de l'analyse fonctionnelle, on va pousser assez loin, c'est-à-dire qu'on va exprimer les fonctions, le niveau des fonctions, et on va taper sur les niveaux et sur les fonctions pour être sûr que c'est vraiment le niveau que les gens veulent atteindre. Et on va découvrir qu'il y a des zones d'ombre. Par exemple, dans le cabinet, on a fait une étude il y a des années sur une seringue qui prenait des doses infimes pour le nucléaire ou pour le médical. Et quand on avait fait le bloc diagramme, c'est-à-dire un outil qui décompose les pièces à l'intérieur avec les fonctions qui passent sur les pièces, il y avait une pièce où personne, aucun des ingénieurs de la salle n'était capable de m'expliquer à quoi servait. C'est quand même gênant. Quand même. Et donc, on a appelé le retraité, puisque ça m'est arrivé 5 fois dans ma carrière de devoir appeler le retraité, parce que les gens de la salle ne savent pas répondre aux questions. Et le fameux retraité nous a expliqué que c'était une pièce qui était là pour retenir un ressort sur une machine qui n'était plus sur la ligne de production depuis des années. D'accord ? Et ce genre de choses, c'est très, très courant. Dynamiter, reconstruire, améliorer, on dit toujours qu'un produit, c'est une suite de péripéties, de sédimentation. Et toutes les organisations, que ce soit un service physique ou un produit ou un service immatériel, c'est toujours la même chose. On rajoute des pansements, des rustines avec les années. Bien souvent, on n'a pas le temps, on est pris par le temps dans les entreprises. Donc, le produit qu'on sort ou le service qu'on sort, c'est un prototype pas dégrossi parce qu'on est pressé. Et après, il y a un consultant qui vient ou un animateur analyseur et qui vous pose la question, mais ça, à quoi ça sert? Et les gens sont secs. J'avais fait une étude pour une usine qui faisait des gâteaux. C'était deux génoises avec un petit hamburger avec une mousse au chocolat au milieu. Et puis la ligne de production était tout en long comme ça. Donc la pâte était soutirée, après elle passait dans le four. Après il y avait le chocolat qui était soutiré. Après il y avait un retourneur qui mettait pour former le petit burger. Et puis après ça prenait un grand tournant.
Donc les gâteaux se décalaient un peu. Et là, il y avait un tapis rétractable qui déposait les gâteaux dans leur emballage, qui était un plastique thermoformé qu'on operculait. Et il les déposait par 4, par rangée de 4. Il reculait, il reposait 4, il reculait, il reposait 4. Après, ça avançait d'un pas et c'était filmé. Le problème, c'est que comme les gâteaux, ils prennent un tournant, bah, ils se décalent. Donc ils avaient soudé un peu des clous en inox, un peu à la MacGyver sur leur flux pour essayer de redresser tant bien que mal les gâteaux, mais ça marchait pas vraiment. Donc là, j'avais 2 opératrices en 2,8, donc 4 opératrices à 22 000 euros, 88 000 euros, pour caresser des gâteaux. C'est dommage, c'était pas marqué sur l'emballage, parce que c'était tout caressé avec amour. Sauf qu'après, la ligne, elle faisait ça. Donc moi, je suis un peu interloqué quand même. Je dis, mais pourquoi vous n'avez pas tiré tout droit, tout simplement, parce qu'il y avait la place. Et la réponse, c'était, oui, mais avant, il y avait une cloison, il y a 3 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est le temps du verbe. Donc, ça fait des années qu'ils voyaient, pendant 10 ans, ils ont vu des caresseuses de gâteaux se tuer les yeux et le dos pour caresser les gâteaux, et ils ne sont pas remis en question quand ils ont fait sauter la cloison. Et ça arrive tout le temps. D'accord ? Faire preuve d'une réelle imagination créatrice, c'est un mal qui disait en fait qu'il y a au moins 8 façons de rendre un service, quoi, qu'il faut pratiquer le brainstorming. Dans la réalité, la fonction, elle est unique, mon besoin, elle est unique, je dois me rendre d'un point A à un point B. Par contre, les solutions pour rendre la fonction, il y en a une infinité, d'accord ? Je vais en pied, en deltaplane, en vélo, en taxi, en tout ce qu'on veut. Et enfin, oui, j'allais oublier, raisonner comme si c'était votre propre argent. Quand on fait l'analyse de la valeur, on est dans la peau du chasseur de coûts inutiles, d'accord ? Et donc, ça doit nous déranger. Alors, c'est pas toujours évident, hein, parce que quand on est entreprise, une ligne de production, ça peut coûter 1 ou 2 millions d'euros. Le moindre petit sujet, ça peut coûter une fortune. Et c'est sûr que enfin, pour ma part, je ne manipule pas ce genre d'unité à la maison. Je sais pas si c'est votre cas, mais moi non. Mais c'est quand même important de redescendre tout en euros, y compris très bas dans l'entreprise. Et c'est ce qu'on fait rarement en France parce qu'on a toujours une petite pudeur sur les coûts. J'avais fait une usine de jambon où le jambon, vous savez, il est dans un emballage thermoformé et puis operculé. Et le matin, quand l'opérateur arrive, la première chose qu'il fait, c'est de caler la ligne. C'est-à-dire qu'il cale le film sur l'emballage thermoformé. Donc quand il cale la ligne, il n'y a pas de jambon qui va dedans. C'est-à-dire qu'il y a des centaines d'emballages à vide qui vont finir dans la poubelle, parce qu'une fois qu'ils sont scellés thermiquement, bah, ils sont morts. D'accord ? Si le gars il met 5 minutes pour le faire ou 2 minutes, dans le petit tas qu'il y a après, c'est pas du tout le même prix. Et quand vous lui faites le calcul que en 5 minutes, il y a l'équivalent de son SMIC qui passe en 4 jours, bah, le gars, au bout de quelques jours, il va faire attention à le faire plutôt en 1 minute 30 qu'en 5. Et ça, c'est vraiment important. Et on est vraiment en milite depuis des années pour faire cette pédagogie. Alors, la définition que j'aime bien donner, parce que souvent, il y a une définition d'analyse à l'heure sur un rapport qualité-coût, mais je préfère parler d'un couple. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'un rapport, on en privilégie, enfin, il y a toujours un côté genre des gradins par rapport à l'autre. Alors que le but de l'analyse de valeur, c'est pas ça. C'est de se dire c'est quoi le niveau de qualité attendu, ni plus ni moins. Si je suis sur un bagage, par exemple, bah voilà, un bagage, si ma valise résiste au crash de l'Airbus comme la boîte noire, quelque part, c'est de la surqualité, d'accord ? Je me moque que mes enfants héritent de mes caleçons et de mes t-shirts. En revanche, s'il casse sur les rouleaux de la bagagerie de l'aéroport de Roissy ou d'Orly, au moindre coût, je suis clairement en dessous du niveau de qualité attendu. Donc le but du jeu, c'est de définir le niveau de qualité attendu, d'accord ? Et une fois que j'ai identifié, c'est quoi les solutions qui existent ou à inventer pour le répondre au moindre coût. On n'est pas des cost killers, hein. C'est pas la démarche. On est vraiment là pour satisfaire un besoin. Et c'est là-dedans qu'il y a l'amélioration qualitative. Parce que quand je vais faire un cahier des charges fonctionnel, je vais peut-être m'apercevoir qu'il y a des fonctions qui sont pas assouvies ou mal assouvies par la solution de référence, qui pourraient être améliorées, et donc je crée, j'innove. Donc il y a une partie innovation, une partie optimisation. Et c'est pour ça que la méthode analyse valeur, c'est une méthode de compétitivité. C'est pas une méthode d'optimisation des coûts, de compétitivité. Dans la compétitivité, j'ai le plus et le moins. Et là-dedans, bah, c'est des boîtes qui font ça comme ils respirent, des analyses fonctionnelles. Il y a des gens comme Decathlon, par exemple. Ils vont prendre un produit qui est vieux comme le monde, la tente, hein, qui existe depuis les soldats romains ou même avant, et vont se dire, bah, il y a un contexte d'utilisation qui est nul, le montage. Hein. Moi, j'ai monté une tente dans les années 80 avec mon père, je m'en souviens encore, avec les petits tubes et les numéros dessus, le maillet, les sardines et tout. Bah, la Quechua, vous la jetez, elle est montée, d'accord ? C'est le masque de plongée. Vous l'avez peut-être tous vu cet été. Avant, j'avais un tuba et un masque, donc des éléments. Si je suis pas un plongeur aguerri, que je sais pas bien respirer par la bouche, bah, j'ai du mal. Ça fait de la buée, ça me cache une grosse partie de la vision. Donc le requin des dents de la mer qui arrive à 90 degrés, je le vois pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de contraintes. En plus, ça épouse mal la forme, c'était mal adapté. Donc ils ont inventé un masque intégral. En plus, je prends la tasse si je suis mauvais plongeur, avec un clapet anti-retour, avec le tuba intégré et avec un système anti-buée et qui prend beaucoup mieux le visage. Et en plus, comme c'est des Decathlon et qui font tout produire en Chine et qui conçoivent tout en France, quand vous regardez les masques, ils s'empilent les uns dans les autres. D'accord ?
donc ils prennent moins de place dans le container. Donc même le contexte d'utilisation du transport est pris en compte. Et les boîtes qui font ça comme elles respirent, hein, c'est des Decathlon, des Ikea, des Walmart, etc. Et donc c'est généralement c'est des gens qui sont passés de la consommation ponctuelle d'analyse de la valeur au management par la valeur, qui est le but ultime de l'analyse de la valeur. Généralement, c'est plutôt les leaders de leur marché. Donc le but du jeu, hein, une fois qu'on a identifié les fonctions, c'est d'en déduire ce qu'on appelle un juste nécessaire économique. C'est quoi le minimum que je pourrais dépenser pour rendre les services, pour, par comparaison, le delta, identifier le gras, et donc c'est mon terrain de jeu quand je fais une étude d'animation, d'analyse de la valeur. Alors la démarche, elle est un peu disruptive par rapport à la mentalité française, où c'est souvent très hiérarchique et très paramédial en France. C'est-à-dire que le management, il y a les génies du marketing qui ont une idée ou du commerce, qui dépassent à la R&D, qui lui passent lui-même un process, et puis après la logistique et les achats doivent se débrouiller en début de chaîne, en fin de chaîne, je veux dire, avec tout ce qu'ils ont subi au-dessus. Et donc forcément, on n'a pas le meilleur parti de chacun. Le but de l'analyse fonctionnelle, c'est de mettre tous les acteurs ensemble au début d'un projet et de les faire travailler avec une méthode commune. Et ce qu'on dit souvent, c'est que l'analyse de valeur, c'est une méthode de dialogue. On a l'habitude de comparer ça à la maïotique de Socrate, mais c'est vraiment le but, c'est de faire accoucher les cerveaux des gens qui sont dans la salle et de leur fournir un cadre de dialogue commun. D'accord ? Les fonctions permettent ça. Et donc, on met tous les représentants des utilisateurs, les experts, les acheteurs, les fournisseurs, et évidemment tous les membres d'une société, hein, contrôle de gestion, R&D, maintenance, process, logistique. Si je vous donnais le petit exemple tout à l'heure de mon gâteau, par exemple, un produit agroalimentaire, ça finit toujours sur une palette Europe. Une palette Europe, ça a comme dimension 80-120, d'accord ? Or, le petit gâteau en question, là, il faisait peut-être 7 cm de diamètre. Donc, en fait, il était ni multiple de 80 ni de 120. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire que sur chaque palette qui sort de ces gâteaux, il y a plein de vides. Donc, et en termes écologiques et en termes économiques, en termes économiques, c'est pas du tout une bonne idée. Et le but du jeu, c'est ça. Si on avait fait un cahier des charges commun, avec tout le monde et les contraintes de tout le monde autour de la table et les fonctions qui prennent pas tout le monde, on ne serait pas abouti à ces 7 cm de diamètre. Or, ça marche pas comme ça dans les boîtes aujourd'hui. Et donc, c'est à la fois une méthode d'optimisation et d'innovation, et c'est à la fois une méthode de management, l'analyse de la valeur. Donc les objectifs de la méthode, hein, c'est satisfaire un impératif d'économie, hein, de dépenses, de temps, de poids, de carbone aussi, hein, puisque aujourd'hui il y a des notions écologiques. Alors de volume aussi et de masse, puisque dans l'aéronautique par exemple c'est très important, ou même dans le ferroviaire aujourd'hui. On sait très bien qu'un kilo embarqué, ça représente un litre de kérosène tous les X kilomètres. Donc, dans plein de branches économiques, entre guillemets, il n'y a pas que l'euro qui est pondéré. On a un membre de la FAF qui est M. Quenderf, qui est chez Airbus, et ils ont carrément des abacs où pour tant d'euros gagnés, on a le droit à tant de kilos, et inversement sur l'avion. Donc, voilà, on peut avoir plusieurs unités qui rentrent en compte. Qu'on soit la qualité qui rapporte, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'analyse de la valeur, c'est pas que du moins économique, ça peut être aussi du plus. C'est-à-dire que si je trouve une fonction qui n'est pas assouvie par les solutions du marché aujourd'hui, je trouve un moyen de me démarquer de la concurrence, et donc soit de prendre des parts de marché, soit d'augmenter mon prix et donc mes marges. D'accord ? Donc on n'a pas de stress avec ça, c'est complètement synergique avec l'analyse de la valeur. Et accroître l'efficacité de la matière grise. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, dans les entreprises, on formalise très peu, on fonce un peu billet en tête sur les solutions, et finalement, on aboutit à un proto sur le marché dont on n'est jamais très satisfait, parce qu'on ne veut pas prendre le temps. Le but, là, c'est de prendre le temps au départ, de faire de l'analyse fonctionnelle, de poser le pourquoi avant de commencer à attaquer le comment. Et après, le temps qu'on perd au départ, on le gagne 10 fois à l'arrivée. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans l'agroalimentaire, et pour un industriel qui avait une trentaine d'usines, et jusqu'alors, il mettait 8 mois pour faire un nouveau produit agroalimentaire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait le marketing qui exprimait un besoin, après l'achat qui disait ah bah oui mais il faut pas que ce soit trop cher, et puis la qualité qu'on voyait une liste d'ingrédients du produit concurrent sans réfléchir un peu bêtement. Et évidemment personne ne se comprenait, soit on n'était pas au niveau de qualité, on n'avait pas les bons ingrédients, soit on n'était pas au coût, etc. Et parce qu'ils faisaient pas de cahier des charges tout simplement. J'ai dit stop, et maintenant on va faire un cahier des charges fonctionnel du produit, de l'ingrédient, qu'est-ce qu'on en attend gustativement, et de l'emballage, c'est quoi les fonctions de l'emballage. Et après on va faire 2-3 scénarios de solutions et on va les comparer à nos cahiers des charges. Et là on est passé de 8 mois à 2 mois. Donc, en guise de conclusion de cette introduction, on aime bien citer cette phrase d'Einstein, c'est les problèmes importants quand même de se confronter ne peuvent pas être résolus avec les habitudes de pensée qui ont été à l'origine de leur apparition. Et le but de l'analyse de la valeur, c'est vraiment ça. C'est de forcer les gens à prendre de la hauteur sur ce qu'ils font pour voir les choses avec un angle différent et imaginer quelque chose de très différent, et donc souvent qui rend mieux le service et moins cher. Le but, c'est vraiment de faire mieux avec moins. Alors comme je vous l'ai dit, l'analyse de valeur est née sur les produits.
La réalité, c'est que, et je ne pense pas que les consultants qui sont dans la salle vont me contredire, c'est que la majorité des gens le consomment en mode optimisation, c'est-à-dire quand ils partent des parts de marché, quand ça va mal, etc. Alors que les boîtes qui l'utilisent dès la conception, voire dès la recherche fondamentale, bah, c'est des boîtes en général qui se portent bien, et c'est des Decathlon, des Ikea, ils le font de façon proactive. Pourquoi attendre de faire mal un produit pour l'optimiser après? Pourquoi n'essayez pas de le faire bien tout de suite du premier coup? Ça paraît un peu logique, mais ça n'est pas si évident. Donc, comme je vous ai dit, c'est né, l'analyse de valeur, elle est née sur les produits, mais très rapidement, dans les années 70, il y a les premiers cabinets de conseil qui ont introduit l'analyse de valeur en France ont été sollicités pour optimiser des process. Alors, on ne savait pas ce que fabriquaient les Japonais avec le Lean Manufacturing, qui est une méthode d'optimisation des processus industriels au Japon, qui était à peu près à la même époque. Et du coup, à partir de l'analyse fonctionnelle, ces cabinets ont développé des outils pour optimiser des processus industriels. Puis dans les années 80, c'est les banques, les assurances, les hôpitaux qui sont venus un peu par curiosité voir ce qu'on faisait un peu dans ce monde industriel et qui se sont dit est-ce que ce serait capable d'adapter des outils pour optimiser un service marketing, un processus de facturation, etc., etc., et des achats de frais généraux. Et on a développé des outils aujourd'hui pour optimiser un processus tertiaire, qui est ni plus ni moins comme un processus industriel, ce que au lieu de manipuler des pièces et des matières premières, on manipule de l'information qui a parfois un support numérique, parfois oral, parfois papier, et qui change d'ailleurs souvent de support à support.